la question qui est posée, c'est la question de la décentralisation. Alors là, je m'oriente sur les pays du Sud. Chaque pays a sa propre histoire. Et je dirais, il n'y a pas de schéma préétabli. Il faut être bien conscient de ça. Il y a un mouvement, je ne dirais pas de décentralisation, mais d'autonomisation. L'exemple du Maroc, l'exemple de la Tunisie, l'exemple de la Jordanie. Donc les pays du Sud commencent à rentrer dans des processus d'autonomisation au niveau local. Et ça, c'est le premier aspect des choses. Mais chacun a son rythme et selon des critères ou des logiques particulières. Il y a trois points qui sont, de ce point de vue-là, majeurs. Il n'y a pas de décentralisation sans autonomie financière. C'est-à-dire sans décision budgétaire, autonomie budgétaire. C'est-à-dire, est-ce que l'autorité locale a une autonomie budgétaire et une capacité à lever l'impôt? Ce qui est déjà un très gros problème, parce que souvent, on n'est pas dans ces logiques-là. On est dans les logiques, on va autonomiser et on va réaffecter une ressource budgétaire de l'État central à l'autorité locale. Mais ce n'est pas la même chose que de dire l'autorité locale a un pouvoir, je dirais, fiscal, qui fait qu'elle a une vraie autonomie dans la levée de l'impôt, dans la décision de son impôt, dans l'assiette fiscale, et qu'elle peut, et donc elle affecte son budget à ses projets, etc. Mais ça pose deux questions dans les pays du Sud. La première question, c'est la question du cadastre, de l'assiette fiscale. Le problème, c'est que dans le Sud, on n'a pas une connaissance précise du cadastre. C'est très complexe. On n'a pas de connaissance précise. Il n'y a pas de ville. Il y a une expérience très intéressante qui est menée à Sousse, par exemple. Sousse est en train de négocier avec Google. Avec Google. C'est tout de même extraordinaire. En disant, la ville de Sousse dit, écoutez, l'accord avec Google, c'est de dire, on vend, on dispose des informations que l'on va pouvoir, nous, traiter informatiquement et avoir accès, et avoir une connaissance très précise de la capacité fiscale, des droits de la propriété des habitants de Sousse, que la ville de Sousse ne connaît pas, et que d'ailleurs l'État central ne connaît pas bien non plus. Google dit, on va vous créer votre système d'information qui va vous permettre d'avoir accès à ça. La contrepartie, bien entendu, c'est qu'après, on peut disposer de ces informations dans notre activité. C'est une expérience, peut-être qu'il ne faut pas reproduire, mais c'est une expérience, je pense, très intéressante. Parce que, avant d'avoir le pouvoir fiscal, il faut connaître l'assiette fiscale des habitants. Si on ne connaît pas l'assiette fiscale, on ne peut pas avoir de pouvoir fiscal. Et donc ça, c'est fondamental, si on va avoir un pouvoir autonome. La deuxième chose, c'est que dans le processus de décentralisation, qui est à l'œuvre, je dirais d'autonomisation, qui est à l'œuvre dans de nombreux pays du Maghreb et du Machrek, parce que je ne suis pas sûr que la commune, la municipalité soit l'échelle qui soit privilégiée, pour de multiples raisons, y compris politiques d'ailleurs, en termes de partis et tout. Souvent, c'est l'échelon régional. C'est très clair au Maroc, c'est en débat en Tunisie. Alors, c'est aussi lié au jeu politique des pays. Mais ça, c'est un point, je dirais, je ne suis pas sûr, parce qu'on m'a posé la question par rapport aux communes, je ne suis pas sûr que dans ce processus de décentralisation, les communes soient
les gagnantes du processus. Je pense que ce sera plutôt les régions. C'est un sujet, c'est un vrai débat. Maintenant, au-delà des problèmes politiques, réglementaires, il y a effectivement, moi je dis, le moyen d'agir au niveau des municipalités. Il y a deux voies possibles. Aujourd'hui, on peut réinventer, je dirais, les outils qui ont été bâtis, notamment par les grands bailleurs et par la Banque mondiale, les outils et les initiatives qui ont été mises en place au début des années 2000. Je pense, par exemple, au City Development Strategy, qui sont réellement des outils qui définissent de manière participative une stratégie de développement urbain à 10 ans, à 15 ans pour une ville. Et là, ce sont les municipalités qui sont en première ligne. Ce n'est pas l'État central, c'est les municipalités. Donc, comment réinventer les City Development Strategy? Parce que ce sont des processus très lourds, d'une durée très longue, et qui souvent atterrissent dans les placards des ministères parce que ça a mis tellement de temps que... Bon. Ces projets, ces City Development Strategy, leur question, c'est de dire comment les rendre plus opérationnels. C'est comment les lier à des vraies stratégies d'investissement municipaux. C'est-à-dire, au-delà de la stratégie à 20 ans, quels sont les investissements qu'il faut faire dans 5 ans? Je caricature, mais en gros, c'est ça. Quelle est la programmation des investissements? Cities Alliance est en train de développer, par exemple en Tunisie, des stratégies de ce type avec certaines municipalités. C'est-à-dire rendre beaucoup plus opérationnels des City Development Strategy qui étaient jusqu'à présent, je dirais, des processus un peu théoriques, un peu de la haute stratégie urbanistique, qui ne rentraient pas dans le concret de la programmation des investissements municipaux à faire dans les 5 ans qui viennent sur une mandature, etc. C'est la première chose. Il y a aussi des actions qui peuvent être menées, je dirais, au niveau, non pas au niveau macro, mais au niveau, je dis, méso, ou intermédiaire. Par exemple, les villes sont toutes gestionnaires des marchés couverts. C'est un exemple parmi d'autres. Les marchés, qui sont des pôles d'activité fondamentales, qui sont les marchés, les abattoirs. C'est très important, les abattoirs, dans les pays du Sud. Qui sont des pôles, je dirais, stratégiques pour l'économie circulaire et pour le changement climatique, pour l'économie circulaire, pour le lien entre l'urbain et je dirais, le rural, l'interland. Là, les villes ont une marge de manœuvre très importante. Or, il y a des besoins d'investissement énormes en ce domaine pour moderniser les abattoirs, qui sont dans des états lamentables dans ces pays, c'est terrible, et moderniser, rendre plus attractifs les marchés couverts. Donc là, il y a des actions ciblées sur certains sujets sur lesquels les villes sont directement, les municipalités peuvent être directement être des maîtres d'ouvrage. Et ça, c'est très important. Indépendamment de la législation, de la décentralisation, etc. Bon. Et puis, il y a dernière chose, il y a des villes qui prennent des initiatives très intéressantes, ce qu'on appelle les budgets participatifs. Donc, qui sont des micro-décisions sur un quartier, mais qui sont très, très intéressantes, où on donne la possibilité aux habitants qui se regroupent de gérer une enveloppe budgétaire locale pour améliorer, je dirais, l'espace public ou pour financer 2-3 associations, enfin, pour créer une vie de quartier. Ça qu'on appelle les budgets participatifs. Et ça, il y a Sfax qui s'est lancé, par exemple, dans ce type de processus. Ça ne demande pas une transformation de la législation, mais c'est des initiatives qui peuvent être très intéressantes parce que innovantes
et qui peuvent être reproduites à plus grande échelle dans d'autres villes, etc. Donc, pour résumer, 3 sujets. Il y a les CDS, qui sont les City Development Strategic, il faut les repenser. Il y a, je dirais, des actions un peu plus structurantes, par exemple sur les abattoirs, qui sont fondamentales pour la vie de la ville, ou les marchés couverts, et puis il y a les budgets participatifs. Mais tout ça, ça reste dans une logique, je dirais, les outils des années 2000. Revus, réinventés, adaptés aux nouveaux enjeux. Le problème, c'est que l'enjeu majeur pour les villes, c'est le développement d'un processus de participation citoyenne. Surtout après le printemps arabe, c'est un sujet majeur. Et on ne peut pas reproduire les schémas, je dirais, occidentaux, à la finlandaise. Ce n'est pas possible. On est dans des pays qui sont, je dirais, hyper connectés. Tous les jeunes du Maghreb et du Mashrek ont un smartphone. Ils sont sur Facebook, etc. C'est une société hyper connectée, contrairement à ce qu'on imagine. C'est une société hyper connectée. D'ailleurs, ce qu'on peut dire, le printemps arabe, il s'est fait par Facebook. Et donc, si on veut repenser la participation des habitants dans le projet de la ville et renforcer le rôle des villes au travers de cette participation, il faut repenser le lien avec l'habitant au travers des nouvelles technologies. Et en fait, il faut monter des Fab Labs, ce qu'on appelle les Fab Labs. Des Fab Labs avec des communautés d'habitants qui, elles, s'approprient le projet et disent « voilà ce qu'il faut faire, voilà qu'est-ce qu'on attend ». Mais ça demande beaucoup d'expertise et beaucoup de contrôle. Mais on est plus dans des logiques top-down, comme les CDS, les City Development. On est dans des logiques là, bottom-up, et qui donnent à la ville, aux municipalités qui se lancent dans ce type de process, un poids majeur dans la négociation qu'elle aura avec les autorités centrales. C'est comment développer des Fab Labs. Parce qu'on est dans une société interconnectée.